Je m'appelle Braxton, j'ai 28 ans maintenant, mais tout a commencé il y a longtemps. J'étais le gamin tranquille, celui qui se souciait vraiment de l'école, qui restait discret, qui ne causait pas de problème. J'étais le genre de gamin qui faisait ses devoirs sans qu'on lui dise quoi que ce soit, qui restait à l'écart, qui n'en demandait pas trop. Et puis il y avait mon frère Alan. Il a 3 ans de moins, 25 ans maintenant, mais à l'époque, c'était un petit gremlin bruyant, odieux et gâté qui courait partout dans la maison comme s'il était chez lui. J'étais à table, la tête baissée, en train de résoudre des problèmes de maths ou de réviser pour un contrôle. Pendant ce temps, Alan traversait le couloir à toute vitesse, une serviette autour du cou, en criant « Je suis Super Allen ». Dégagez, bande de paysans. Et maman, elle riait comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Elle le traitait comme un objet précieux qu'il fallait manipuler avec des gants blancs. Je parle de service complet. Elle lui préparait ses repas maison, lui préparait son déjeuner comme il l'aimait. Sans croûte, des triangles, 2 sortes de biscuits, son linge plié et rangé dans des tiroirs qu'elle étiquetait pour lui. Elle rangeait même ses affaires d'école comme un roi se préparant à la bataille. Et le comble, c'est qu'elle m'avait demandé de l'aider pour ses devoirs. Non pas parce que j'étais l'aîné et que j'avais peut-être plus d'expérience. Non, ce n'était pas la raison. Selon elle, c'était juste ce qu'on attendait de moi. Braxton, disait-elle en agitant une feuille d'exercice sous mon nez tout en remuant une casserole sur le feu. Tu peux aider Alan en maths? Il a du mal avec les divisions longues. Il ne peut pas demander de l'aide au professeur? Je marmonnais. Elle me lançait un regard noir. Ne sois pas égoïste. Tu sais déjà tout ça, alors ça ne te prendra pas longtemps. Pendant ce temps, Alan était sur le canapé, allongé comme un empereur romain, à grignoter des chips et à sourire en coin. Mieux vaut ne pas tout gâcher, génie, disait-il en me lançant un crayon. Et le pire, c'est que personne ne lui demandait jamais de lui rendre l'appareil. Si j'avais besoin d'aide pour quelque chose, pour atteindre quelque chose de haut, porter un carton lourd, même pour des choses basiques comme découvrir une nouvelle application, il haussait les épaules et s'en allait. Tu peux m'aider, demandai-je en désignant l'écran. Il ne levait même pas les yeux de son jeu, non, je suis occupé. Mais, Dieu m'en garde, je n'ai pas tout laissé tomber pour aider son Altesse royale à résoudre un problème de maths, retrouver ses chaussettes perdues ou ranger son désordre quand il recevait des invités. C'était comme si mon rôle dans la famille avait été discrètement défini comme le plan de secours d'Allen. J'ai vite compris que se plaindre de cette situation était inutile. Papa travaillait toujours tard, partait en voyage d'affaires, parfois absent pendant des semaines. Et quand il était à la maison, Alan appuyait le bouton. Soudain, il était ce petit ange adorable et serviable qui proposait de porter les courses ou d'apporter ses pantoufles à papa. Vous voyez comme Alan est bon? Maman disait comme si elle lisait un script. Tu pourrais apprendre quelque chose de ton petit frère. Je la regardais, stupéfait. C'était moi qui rangeais ma chambre, qui préparais mes repas la moitié du temps et qui avait toujours des as. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Elle avait déjà pris sa décision. Alors je me suis dit, bon, je vais m'occuper de mes affaires. J'étais indépendante de toute façon. Grosse erreur. Alan a pris ça comme un feu vert pour me traiter comme sa servante personnelle pendant les 10 prochaines années. Dis donc, Rex, criait-il depuis la salle de bain. Je n'ai plus de papier toilette. Apporte-m'en un rouleau, ou pire. Et, tu fais la lessive? Mais mes affaires aussi. Il n'a jamais appris l'empathie de base. Il n'a jamais appris à travailler pour quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-il fait? Tout lui était servi sur un plateau d'argent pendant que j'étais là-bas, à apprendre les leçons de vie à la dure. Au collège, Alan avait compris qu'il pouvait me torturer sans aucune conséquence. Et je ne parle pas des taquineries classiques entre frères et sœurs. C'était une guerre psychologique d'un niveau supérieur. Le genre à rendre la scie jalouse. Il se faufilait dans ma chambre quand je n'étais pas là et fouillait dans mes affaires personnelles. Un jour, il a trouvé mon journal intime. Oui, j'en tenais un à l'époque. Quel geste stupide avec le recul. Il l'a lu d'un bout à l'autre. Puis il a couru vers maman avec un sourire suffisant et a dit, « Dis donc, maman. Devine ce qu'a écrit Braxton. Il a le béguin pour Mélissa, du cours de maths, et il trouve son nez trop gros. » J'ai senti le sang me quitter du visage. « Alan. » ai-je rétorqué en entrant en trompe dans la pièce. C'était privé. Tu as fouillé dans mes affaires. Il n'a même pas bronché.
Il s'est juste appuyé contre le mur et a souri. Tu ne devrais peut-être pas écrire des conneries aussi pathétiques si tu ne veux pas que les gens rient. Maman était dans la cuisine en train de remuer quelque chose sur la cuisinière. Elle a regardé et a rigolé. Oh, allez, Brax. C'est comme ça entre frères. Je la fixais du regard, attendant qu'elle lui dise de s'excuser. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est remise à cuisiner comme si de rien n'était. Mais c'est devenu pire. Bien pire. L'école était un véritable enfer. Et Alan savait exactement sur quoi appuyer. Il savait qu'on s'en prenait à moi. Certains grands aiment s'en prendre aux geeks calmes et ringards. Et au lieu de, je ne sais pas, me soutenir comme un être humain bien, et encore moins comme un frère, il s'est joint à eux. Tiens, c'est pas le gamin qui a pleuré quand il a eu AB+. L'un des gars riait et Alan, pile poil, disait, ouais, et il écrit des poèmes d'amour dans son journal. Il riait avec eux, leur donnait des munitions, leur racontait des trucs entendus à la maison juste pour me rendre la vie encore plus misérable. Les surnoms qu'il me donnait me restent en tête. Moche raté, singe poilu. Tout ça à cause de mes lunettes ou de mon apparence. Tu sais comment les collégiens peuvent être. Créatifs dans les pires sens du terme. Chaque insulte était un coup de poignard. Mais le plus dur, ce n'était pas de la part de ces jeunes. C'était d'entendre mon propre frère rire avec eux, lancer ses propres piques, comme s'il auditionnait pour le rôti du siècle. Ouais, il dort toujours avec une veilleuse, disait Alan assez fort pour que tout le monde l'entende. Ou alors, il pleure en regardant les films Disney, comme s'il sanglotait à chaudes larmes. Il savait ça parce qu'on vivait sous le même toit. Parce que j'avais confiance en mon intimité. Mais rien n'était interdit avec lui. Chaque insécurité, chaque petite chose que j'espérais que personne ne découvre, il en faisait une arme. Le point de rupture est survenu lors d'une de nos disputes habituelles. Je ne me souviens même plus de ce qui a déclenché ça. Probablement une bêtise comme lui demander de ne pas prendre mes affaires sans demander mon avis, mais ça a dégénéré comme toujours. Et puis il est resté planté là, à me fixer du regard, et m'a dit, tu devrais te suicider. Comme ça. Aucune hésitation, aucun drame dans sa voix, juste neutre et méchant, comme s'il le pensait. Je me suis figé. Mon cerveau n'arrivait même pas à assimiler ce que je venais d'entendre. Comme je ne répondais pas tout de suite, il a réitéré. Sérieux, personne ne regretterait ton absence. Tu prends juste de la place dans cette famille. Et le pire, c'est que je souffrais déjà de graves problèmes de santé mentale à l'époque, je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, harcelée à l'école, isolée comme un rat. Et puis mon propre frère me dit ça, c'est le genre de choses qui restent gravées dans la mémoire. Tu sais, je n'oublierai jamais sa façon de le dire. Genre, je n'avais aucune importance. Papa était quasiment absent pendant la majeure partie de la soirée. Il travaillait tard, voyageait, était trop fatigué pour gérer quoi que ce soit quand il était à la maison. Maman, elle avait déjà décidé que j'étais l'enfant à problème. Que si j'arrêtais de provoquer Alan, tout irait bien. Pourquoi vous disputez-vous toujours? Elle s'énervait comme si on était tous les deux responsables. Tu es plus âgé. Montre le meilleur exemple. Elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait jamais vraiment. Mais il y a eu l'incident des cheveux brûlés. C'est à ce moment-là que tout a finalement basculé. Quand même elle ne pouvait plus faire semblant que c'était inoffensif. Imaginez. Je suis assise à mon bureau, en train de faire mes devoirs, écouteurs sur les oreilles, vacant à mes occupations. Alan arrive derrière moi avec un briquet, l'allume comme si de rien n'était et se penche. Il essaie vraiment de mettre le feu à mes cheveux. Mes cheveux en feu, pas une blague stupide, pas juste pour faire l'idiot. Il essayait vraiment de m'allumer comme une bougie. J'ai paniqué, évidemment. J'ai bondi, le cœur battant, et j'ai couru droit vers maman. Alan a juste essayé de mettre le feu à mes cheveux. J'ai crié, et elle m'a juste regardé comme si j'exagérais. Oh, allez, dit-elle en agitant la main. Il s'amusait. S'amusait. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Mais cette fois, papa était à la maison. Il rentrait du travail et avait tout entendu. J'ai entendu la panique dans ma voix, j'ai vu le briquet dans la main d'Alan, et quelque chose a craqué. Il a pété les plombs. Enfin, ça suffit. Il a aboyé sur Alan. Tu dois commencer à respecter ton frère aîné. Juste quelques mots. Rien de spécial, mais pour moi,
c'était la validation que j'attendais depuis toujours. Comme si quelqu'un comprenait enfin ce qui se passait. Plus tard dans la soirée, papa m'a pris à part. Juste lui et moi dans le garage. J'ai cru qu'on allait me faire la morale. Au lieu de ça, il a dit, j'aurais dû intervenir plus tôt. Je n'ai rien dit, je suis resté les yeux rivés au sol. Alan est en train de devenir une brute, a-t-il poursuivi. Et rien de tout ça n'est ta faute, Braxton. Rien de tout ça. J'ai levé les yeux vers lui et je jure que c'était comme dans un film de Godwill indigne. Cette scène où Robin Williams n'arrête pas de répéter, ce n'est pas ta faute. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'un traumatisme infantile en général. Il s'agissait d'années de violence psychologique de la part de mon propre frère. J'ai failli craquer là, dans le garage, à côté de papa. Quelqu'un avait enfin compris ce qui se passait. Quelqu'un m'avait cru après toutes ces années à avoir eu l'impression de crier dans le vide, d'être le fou de réagir à des abus. Mon père, l'homme qui avait été absent la plupart du temps, intervenait enfin et me disait, ce n'est pas ta faute. Mais il ne s'est pas contenté de paroles. Le lendemain, il a débarqué dans mon école sans prévenir, juste pendant sa pause déjeuner et a demandé à parler au directeur. Je ne l'ai su qu'après. Il leur a raconté ce qui se passait, comment les élèves me harcelaient, comment même mon frère leur donnait des informations, et que l'école ferait mieux d'agir. Soudain, les types qui m'avaient fait vivre un enfer ont dû faire face à de véritables conséquences. Des retenues à la maison. L'un d'eux a même été suspendu pour ce qu'il m'avait dit en cours. Puis, papa m'a inscrit à des cours de MMA au gymnase du coin. Il faut apprendre à se défendre, m'a-t-il dit. Pas seulement physiquement, les mecs. Mentalement aussi. J'aurais dû faire ça il y a des années. J'ai ri d'un rire sec et amer. Qu'est-ce qu'un gamin maigrichon comme moi va faire dans une salle pleine de boxeurs en cage? Tu apprendras, m'a-t-il dit en me posant la main sur l'épaule. Crois-moi. Alors, je suis entré dans cette salle en me sentant comme Napoléon Dynamite, avec un sac à dos rempli de livres de la bibliothèque. Tous les autres avaient l'air de faire du développé couché pour le plaisir. J'étais le gamin dégingandé avec des lunettes surdimensionnées et un sourire nerveux. Mais voilà le truc. J'avais toujours été concentré. J'étais peut-être discret et maladroit, mais quand je voulais apprendre quelque chose, je m'y tenais. Alors, je me suis trouvé du temps. Entre les devoirs, les révisions et tout le reste, je me faisais de la place pour la salle. Chaque jour, la transformation était lente, mais elle était réelle. 6 mois plus tard, j'avais pris du muscle. Je n'étais pas déchiqueté, mais je tenais le coup. Plus que ça, j'avais appris de vraies techniques de combat. Mes réflexes étaient plus rapides. Je savais contrôler ma respiration. Et surtout, j'avais confiance en moi. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus la prochaine attaque, verbale ou autre. Alors, quand Alan a fait son coup habituel en me volant, c'était différent cette fois. J'avais économisé en faisant des corvées, en donnant des cours particuliers à quelques enfants du quartier, et même en tondant des pelouses. Pas une fortune, mais c'était à moi. Et Alan, étant à l'aine, a décidé de se servir pour pouvoir sortir avec ses potes idiots et tout claquer sur je ne sais quoi. Je l'ai pris la main dans le sac. Il était déjà à mi-chemin de la porte, l'argent à la main, en riant. Où diable crois-tu aller? Ai-je demandé en entrant dans le couloir. Il m'a regardé comme si j'étais toujours le même. Du calme, nerd. C'est juste du fric. Tu survivras. Je me suis approché. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Il a levé les yeux au ciel et a souri. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Courir encore chez papa et pleurer comme le petit que tu es. C'était ça. Je n'ai même pas réfléchi. Ma main droite a bougé, tout simplement. Propre, précis, tout ce que mon entraîneur m'avait appris. Un crochet du droit. Atterri en plein sur sa mâchoire. Il est tombé comme un sac de pommes de terre. Pas de drame cinématographique, pas de chute au ralenti, juste boum, et il était au sol, sonné. J'ai fouillé dans sa poche, repris mon argent et me suis tenu au-dessus de lui, calme, maître de moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais le pouvoir. Son expression, choquée, effrayée, trahie, était inestimable. Il n'arrivait pas à croire que son punching ball personnel avait enfin poussé des dents. Alan s'est mis à pleurer. Pas à cause du coup, mais à cause de sa défaite. Et même en pleurant, il n'arrêtait pas de crier, espèce de taré.
Je le dis à maman. Tu m'as attaqué sans raison. Maman est arrivée en courant de la cuisine, a vu Alan par terre, moi debout, les poings serrés, et a immédiatement pété les plombs. Qu'est-ce que tu lui as fait, a-t-elle crié en me repoussant. Tu as frappé ton frère? Avant même que je puisse répondre, papa est entré du garage. Il a volé de l'argent à Braxton, ai-je dit. Il sortait avec. C'est vrai, a demandé papa à Alan, d'une voix d'acier. Alan a sangloté plus fort, essayant d'éviter la question. Papa s'est tourné vers moi et a dit, calme mais ferme. Il a eu de la chance que tu lui aies mis un coup de poing. N'importe qui d'autre aurait appelé la police. C'était tout. Pas de punition, pas de sermon, juste une validation. À partir de ce moment-là, Alan a gardé ses distances. Il marmonnait encore des conneries et lançait des insultes quand il n'y avait personne d'autre, mais la dynamique avait changé. Il savait qu'il ne pouvait plus m'intimider physiquement. Je l'ai vu dans ses yeux, cette peur de quelqu'un qu'il avait sous-estimé pendant des années. Les insultes n'ont pas cessé, pas complètement. Mais maintenant, c'était différent, plus comme les gémissements désespérés de quelqu'un qui a perdu son pouvoir. Il a essayé de m'énerver, mais ça n'a plus fonctionné, car je savais qui j'étais désormais. L'université est devenue mon échappatoire. J'ai été accepté dans l'université de mes rêves grâce à une bourse complète. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une véritable fierté d'une réussite. Papa m'a organisé une fête pour l'obtention de la bourse. Rien de trop grand, juste des amis proches et de la famille, mais ça comptait énormément pour moi. Il était fier, visiblement fier pour la première fois dont je me souvienne. Même maman semblait sincèrement heureuse, souriante, me félicitant comme si, enfin, je n'étais plus seulement l'enfant à problème à ses yeux. Et Alan? Alan boudait dans un coin, comme si on lui avait volé la vedette. La fac ne réglera pas tes problèmes de personnalité, murmura-t-il assez fort pour que je l'entende, mais assez bas pour que maman ne le gronde pas. Je l'ignorais. J'avais passé trop d'années à laisser ces mots s'infiltrer. Plus maintenant. Cet automne-là, j'entamais la fac avec une toute nouvelle perspective, loin de chez moi, loin de tous mes vieux bagages. C'était comme repartir à zéro. Et en deuxième année, j'ai rencontré Joséphine à une fête de fraternité que j'avais failli manquer. Pas vraiment mon truc, mais un ami m'avait entraîné. Et elle était là. Elle se tenait près de la table des boissons, l'air aussi peu impressionné que moi. On a fini par discuter et on n'a pas arrêté. Elle était intelligente, drôle et vraiment à l'écoute. Pas le genre d'écoute polie qu'on fait semblant d'attendre pour parler, mais la vraie, celle où son regard reste fixé sur vous et son visage réagit vraiment. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression d'être la seule à ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, dans ces soirées? Ai-je demandé à un moment. Elle souriait. À chaque fois. C'était comme assister à une fête costumée où chacun oubliait ce qu'il était censé être. Le courant est immédiatement passé. Joséphine venait d'une bonne famille. Soudainement unie, aimante, religieuse, mais pas autoritaire. C'était la première personne avec qui je sortais et qui me donnait l'impression de pouvoir respirer. Pas de coquille d'œuf, pas de remise en question à chaque interaction avec elle. Je n'avais pas l'impression de devoir mériter sa gentillesse. Elle était là, tout simplement. Nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement peu de temps après cette nuit-là. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartenait entièrement, séparé de tous les dysfonctionnements dans lesquels j'avais grandi. Joséphine était mon nouveau départ, ma chance de construire quelque chose de normal, quelque chose de bien. Sa famille avait des convictions bien arrêtées, notamment sur la sexualité avant le mariage. Mais nous étions jeunes amoureux, et un soir, pendant notre dernière année, les choses ont dérapé. Elle est tombée enceinte. C'était un choc, certes, mais ce n'était pas un désastre. Nous nous aimions. Nous avions déjà parlé d'un avenir ensemble. Alors, on a pris la décision de se marier juste après l'obtention du diplôme. Avec le recul, oui, on s'est peut-être précipité. On sortait à peine de l'université, on commençait tout juste notre vie d'adulte. Mais à l'époque, ça semblait juste, on faisait ce qu'on était censé faire. Pas de grand mariage, juste quelque chose de petit et de significatif. Les deux familles étaient là, et tout le monde semblait heureux pour nous, du moins en apparence. Je me tenais là, devant l'autel, à regarder Joséphine, et j'ai vraiment cru qu'elle était la personne idéale, ma personne. Elle était tout ce que j'avais toujours voulu. Loyale,
encourageante, gentille, quelqu'un qui pouvait m'aider à construire le genre de famille que je n'ai jamais eu en grandissant. J'avais cette mentalité d'homme d'une seule femme. Vous savez, comme dans ces vieux films en noir et blanc où l'homme trouve sa copine et c'est tout. Pas de questionnement, pas de curiosité, juste à la maison. Même au fil des années, quand d'autres femmes flirtaient ou se montraient intéressées, je n'y ai jamais pensé. Pas une seule fois. Je n'en ressentais pas le besoin. J'étais heureux et satisfait. On avait nos routines parfaitement établies. Je me levais tôt pour aller travailler. Joséphine s'occupait de préparer notre fils Léo pour l'école, et on se retrouvait le soir pour dîner et passer du temps en famille. Le samedi, c'était le zoo ou les courses qui se transformaient en sortie familiale. Le dimanche, c'était l'église et les dessins animés sur le canapé. C'était prévisible, stable, tout ce que je pensais vouloir. Mais avec le recul, il y avait des signes, des petites choses que j'ignorais ou que je me considérais comme normales. Joséphine a commencé à avoir des moments où elle décrochait. J'étais en train de lui raconter un événement au travail ou de lui demander comment s'était passée sa journée, et elle avait cette expression, comme si elle n'était pas là, comme si elle avait l'esprit ailleurs. Quand je lui demandais si elle allait bien, Joséphine clignait des yeux et revenait à l'instant présent comme si elle avait été à des milliers de kilomètres. Oui, je vais bien. Elle disait en se passant la main dans les cheveux. Juste fatiguée. Le travail a été dur ces derniers temps. Et je la croyais. Bien sûr que oui. Elle avait un travail exigeant. Nous avions un enfant. Nous étions adultes maintenant. La fatigue faisait partie du jeu, non? Mais il y avait aussi son téléphone. Elle le portait si facilement, le laissant sur le comptoir ou la table basse, déverrouillé la moitié du temps. Mais à un moment donné, ça a changé. Soudain, elle l'emportait partout avec elle. Salle de bain, buanderie, même juste pour récupérer le courrier. Un soir, pour plaisanter, j'ai dit, quoi? Tu as des secrets d'État dessus, ou un truc comme ça. Elle n'a pas ri. Au lieu de ça, elle m'a adressé un sourire crispé. Waouh, parano à ce point. Je plaisantais, ai-je dit en levant les mains. Du calme. Elle a secoué la tête, s'éloignant déjà. C'est triste que tu penses que je cache quelque chose juste parce que je ne laisse pas mon téléphone traîner comme un appât. Je l'ai laissé tomber. Je ne voulais pas déclencher une bagarre, mais les moments comme ça s'accumulaient. Des petites choses, la froideur est venue lentement, subtilement, comme quand je lui tendais la main pendant qu'on regardait la télé. Elle ne s'est pas vraiment éloignée, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa main. Ou quand je m'approchais d'elle dans la cuisine et que je la prenais par la taille, elle continuait à couper des légumes comme si j'étais absent. Elle ne bronchait pas. Elle ne se penchait pas non plus. Elle continuait comme si mon affection était un bruit de fond. Notre vie sexuelle a également piqué du nez. Au début, c'était comme d'habitude. Des journées interminables, les horaires de sommeil de Léo, des maux de tête. La vie était chargée. Je comprenais. Mais ensuite, c'est devenu une habitude, un mur. Chaque fois que je la contactais, il y avait une raison pour laquelle ça ne pouvait pas arriver. Trop fatigué, trop stressé, pas très bien. Et encore une fois, je l'ai balayé du revers de la main. Je me suis dit que c'était normal. Tout le monde dit que la passion s'estompe après quelques années de mariage. Et avoir un enfant, non. Ça fait partie du lot. Alors, j'ai rationalisé, j'ai fait la paix avec ça, ou j'ai essayé. Puis, elle a commencé à travailler tard plus souvent. Gros projet, disait-elle en attrapant son sac un mardi soir. Le client est un cauchemar. Je vais rentrer tard. Ne m'attends pas, Joséphine avait toujours été ambitieuse. C'était l'une des choses que je respectais le plus chez elle. Elle se souciait de son travail, alors je ne le remettais pas en question. Je prenais le relais à la maison, j'aidais Léo à faire ses devoirs, je le préparais pour aller au lit, je préparais le dîner. Ce n'était pas un fardeau. C'est mon fils. J'adore ces moments passés avec lui. Mais le plus étrange, ce qui me retourne encore l'estomac, c'est son comportement lors des réunions de famille. Joséphine était détendue en famille. Elle plaisantait avec mon père, discutait avec ma mère. Mais ces derniers temps, elle semblait nerveuse, distraite. Je la surprenais à avoir des conversations étrangement intenses avec Alan. Alan, parmi tous les gens, il se tenait près de moi, chuchotait, et dès que je m'approchais,
ils s'effondraient comme s'ils avaient été surpris en train de faire quelque chose de mal. De quoi parliez-vous, ai-je demandé un jour avec désinvolture en prenant une boisson dans le réfrigérateur. Joséphine n'a pas perdu une seconde. Oh, je voulais juste prendre des nouvelles. Il posait des questions sur le travail. Alan, appuyé contre le comptoir, hocha la tête. Ouais, juste des trucs d'adultes ennuyeux. Je me souviens avoir pensé, waouh, peut-être qu'ils s'entendent enfin. Peut-être qu'elle essaie d'arranger les choses entre nous. Ça m'a presque donné de l'espoir, comme si elle faisait le pont. Dieu sait que je n'aurais jamais cru qu'Alan serait gentil avec quelqu'un qui m'était cher, mais il était là, à faire des blagues et à la complimenter, à cuisiner comme s'il était dans un film de Hallmark. Je me disais qu'il avait mûri, qu'il grandissait enfin et qu'il essayait d'être un meilleur frère. Quelle blague! Avec le recul, je le vois clairement. Il était comme d'habitude manipulateur, il utilisait son charme quand ça l'arrangeait, il jouait le rôle. Et moi, comme un idiot, j'y suis tombé. Mais sur le moment, rien de tout ça ne m'a alerté. Joséphine ne m'avait jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Pas une seule fois. Alors je me suis dit que c'était juste des choses normales. Le téléphone, la distance, les excuses, les bizarreries avec Alan, tout ça. J'étais obsédé par le travail, le stress, le vieillissement et l'évolution naturelle d'une relation durable. J'étais tellement concentré sur mon rôle de bon mari, de père fiable, de pilier sur lequel tout s'articulait, que je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce qui se tramait réellement. Je faisais profil bas, je restais occupé, je me disais que tout allait bien. Parce que parfois, au fond, je crois qu'une partie de moi ne voulait pas voir les signes. Parce que les voir, les reconnaître, cela aurait signifié affronter une réalité à laquelle je n'étais pas préparé. Il est plus facile de vivre dans le déni quand la vérité menace de briser le monde qu'on a construit. Plus facile de prétendre que ce n'est que du stress, une phase, la vie. Puis, il y a 3 mois, tout a changé. J'ai reçu un appel de ma cousine Maya. Nous avions toujours été proches en grandissant. Les dîners de famille, les soirées pyjama, ces concours de talent ridicules chez grand-mère. Mais l'âge adulte nous avait entraînés dans des directions différentes. Ces derniers temps, on se voyait surtout à des mariages, des baby showers ou, occasionnellement, à des réunions de vacances. Alors, quand elle m'appelait pour déjeuner, me disant qu'elle avait besoin de parler de quelque chose d'important, je supposais que c'était juste une question de logistique familiale. Probablement en train d'organiser une fête surprise, marmonnai-je en me dirigeant vers le petit restaurant du centre-ville. Rien de grave. Mais à la seconde où je suis entré et que je l'ai vue assise, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Maya avait l'air bizarre, mal à l'aise. Ses mains n'arrêtaient pas de remuer sa tasse de café, la faisant tourner d'avant en arrière. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Ce n'était plus la cousine confiante et franche dont je me souvenais. Dis donc, ai-je dit en me glissant dans la banquette en face d'elle. Tout va bien? Elle n'a pas répondu tout de suite, fixant simplement sa tasse comme si elle contenait des réponses écrites dans la mousse. Il faut que je te dise quelque chose. A-t-elle finalement dit d'une voix basse et tremblante. Puis elle s'est arrêtée, a pris une grande inspiration, et je ne sais vraiment pas comment dire ça. Mon estomac s'est noué. D'après mon expérience, les conversations qui commencent comme ça ne finissent jamais bien. C'est comme entendre le craquement d'une planche juste avant que le plafond ne s'effondre. Elle leva les yeux et, l'espace d'une seconde, je lus de la culpabilité dans ses yeux. Il n'en fallut pas plus pour que la panique s'installe. C'est à propos de Joséphine et Allen, dit-elle doucement. Rien que d'entendre leur nom ainsi liés dans la même phrase, mon sang se glaça. Ma gorge était sèche. Et eux? Maya regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'était assez près pour entendre. Puis elle se pencha, la voix à peine plus forte qu'un murmure, lors du dernier barbecue familial. Tu te souviens, hein? Tu aidais oncle Robert à faire le barbecue et Léo te traînait pour te montrer sa collection de bâtons de bois, ou quelque chose comme ça. J'acquiesçai lentement. Ouais. Et alors? Je suis entré pour aller aux toilettes, dit-elle, et j'entendis des voix venant de la cuisine. Des voix fortes. Elle hésita, se mordant la lèvre. C'était Joséphine et Alan. Ma mâchoire se serra. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, ajouta-t-elle rapidement, comme si elle avait besoin que je comprenne. Mais ils étaient assez bruyants. Et puis j'ai entendu Joséphine dire quelque chose. Je n'ai pas pu respirer. Qu'a-t-elle dit?
ai-je demandé à voix basse. Le regard de Mia a finalement croisé le mien, empli d'une sorte de peur. Elle a dit, tu avais dit que ce ne serait qu'une fois. Les mots qui sont sortis de la bouche de Mia ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Et s'il était à toi? Et s'il la prenait? C'est ce que Maya a dit avoir entendu. Elle me l'a répété, là, dans ce restaurant, la voix tremblante, les yeux écarquillés comme si elle n'y croyait toujours pas. Elle a dit que Joséphine avait l'air paniquée, presque hystérique, et qu'Alan essayait de la calmer, lui disant de baisser la voix, affirmant que personne ne le saurait jamais. La conversation s'est interrompue brusquement lorsque quelqu'un d'autre est entré dans la cuisine. Maya a dit qu'elle s'est éclipsée et a fait semblant de n'avoir rien entendu, le cœur battant à tout rompre. J'hésite depuis des semaines à te le dire, a-t-elle dit, la voix brisée. Mais je ne pourrais pas me regarder en face si je restais silencieux et que tu ne le découvrais jamais. Je suis resté assis là, figé. Ces mots résonnaient encore et encore dans ma tête. Et s'il était à toi? Il n'y avait qu'une seule interprétation possible, et c'était le seul scénario qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Même pas dans mes pires cauchemars, les plus paranoïaques. Ma femme, mon frère, mon fils, je remercie Maya. J'avais probablement l'air calme, peut-être même froid. Mais intérieurement, j'étais complètement démoralisé. Mes mains tremblaient sous la table et j'avais l'estomac noué. Je rentrais chez moi en voiture quelques jours plus tard. Je ne me souvenais plus de la moitié du trajet. Comme si j'étais en pilotage automatique, essayant d'assimiler l'information sans vraiment l'admettre. Parce que si je le faisais, si je me laissais vraiment y croire, tout s'effondrerait. Ce soir-là, j'ai commencé à prêter attention, vraiment attention. Tout ce que j'avais balayé d'un revers de main me revenait avec une clarté terrifiante. La façon dont Joséphine et Alan se lançaient des regards pendant les réunions de famille, des regards rapides et chargés. La façon dont ils cessaient toujours de parler dès que j'entrais dans une pièce. La voix de Joséphine changeait, un peu plus claire, un peu plus animée. Quand le nom d'Allen était évoqué, qu'il avait toujours été exceptionnellement chaleureux avec elle dès le début, alors qu'il n'avait jamais montré cette facette de lui-même à qui que ce soit qui m'était cher auparavant, je ne pouvais plus l'ignorer. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru devoir faire. Je suis devenu détective. J'ai vérifié ses relevés téléphoniques, recoupé les dates et les heures, épluché ses relevés de cartes de crédit, ses transactions bancaires, ses historiques de voyage, ses identifiants sur les réseaux sociaux, tout ce qui pouvait me révéler la vérité. Et une fois que j'ai su quoi chercher, les preuves étaient partout. Des frais d'hôtel pour les jours où elle prétendait être bloquée au travail. Des SMS entre eux qui avaient été supprimés mais qui figuraient toujours dans les journaux d'appel. Des voyages d'affaires qui coïncidaient avec l'indisponibilité soudaine d'Alan lorsque j'essayais de le joindre. Le lien était indéniable. Il ne se cachait pas depuis quelques semaines ou quelques mois. Cela durait depuis des années. Pendant que j'étais occupé à jouer les maris et les pères dévoués, à préparer les déjeuners, à aider aux devoirs, à fêter les anniversaires, il menait une double vie dans mon dos. Ma femme, mon propre frère. J'aurais pu perdre la tête, mais je ne l'ai pas fait. Moins d'une semaine après la révélation de Ma, je suis passé en mode stratégie. Ce n'était pas une explosion émotionnelle digne d'un feuilleton où je hurlerais des accusations et partirais en trombe. Non, j'avais déjà été pris au dépourvu une fois. Je n'allais pas laisser cela se reproduire. J'allais me protéger Léo, et m'assurer de ne pas me faire avoir, enfin, plus que je ne l'avais déjà été. Premier arrêt, le cabinet de Mike. Mon meilleur ami depuis le lycée. Il avait étudié le droit de la famille. Il plaisantait toujours à moitié en disant que si jamais j'avais besoin d'aide juridique, il était à portée de téléphone. Je n'aurais jamais pensé que je le prendrais au mot. Mike n'enjolivait rien. Dès que je lui ai tout exposé, tout ce que Maya m'avait dit, tout ce que j'avais découvert, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les mains et m'a dit, « Il va vous falloir quelqu'un de dur. » Il m'a recommandé un avocat spécialisé en droit de la famille, spécialisé dans les divorces très conflictuels, un homme réputé pour défendre les droits du père et ne pas se laisser écraser par les histoires de sape et les intrigues judiciaires. En moins de 48 heures, j'avais un rendez-vous. L'avocat, Maître Ossorne, était précis, d'une précision redoutable. Il m'a expliqué les étapes comme s'il l'avait fait 1000 fois, ce qui était probablement le cas. Sa confiance était rassurante. La première chose à faire, m'a-t-il dit, c'est de déposer une demande de test de paternité auprès du tribunal. Juridiquement contraignant, recevable. Une fois que c'est fait, on documente tout.
C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à compiler toutes les preuves dont je disposais, capture d'écran, copie de relevé de carte de crédit, une chronologie détaillée de chacun de ces voyages d'affaires liés aux disparitions d'Allen. J'ai créé des feuilles de calcul, des fichiers organisés, des dates étiquetées. Le tout semblait surréaliste, comme si je construisais une affaire contre un étranger. Mais ce n'était pas un étranger. C'était ma femme, mon frère. Étape suivante, protégeant mes actifs. J'ai ouvert un compte bancaire distinct en mon nom et j'ai commencé à transférer lentement de l'argent sur notre compte conjoint. Pas assez pour élever des drapeaux, mais assez pour que je ne me retrouve pas avec rien si elle décidait de me nettoyer. J'ai annulé les cartes de crédit partagées, si mon nom a été retiré de tout ce à quoi elles pouvaient attacher, a changé tous les mots de passe de mon compte personnel, chacun d'eux, a commencé à garder des copies physiques de documents importants, des certificats de naissance, des informations d'assurance, des actes de propriété au bureau de Mike, enfermés serrés. À la fin de la semaine, les documents de divorce ont été déposés. Depuis que nous vivions dans un état de faute, l'adultère de Joséphine n'était pas seulement moralement répugnant. C'était légalement puissant. Son affaire avec Alan n'était pas un détail mineur. Il influencerait directement la division immobilière et la bataille de garde. Monsieur Hawthorne était confiant. Si Léo est à vous biologiquement, nous allons en garde à vue. Vous gardez la maison, les actifs, tout. Les juges ne se tournent pas gentiment sur l'infidélité impliquant une famille immédiate. C'est à peu près aussi mauvais que possible. Je ne me sentais pas triomphant. Je n'ai rien ressenti. Juste concentré comme je fonctionnais sur le pilote automatique. Ce n'est que lorsque chaque angle juridique et financier avait été sécurisé que j'ai finalement décidé de confronter Joséphine directement. J'ai attendu jusqu'à vendredi soir. Léo était dans une soirée pyjama avec l'un de ses camarades de classe, ce qui signifiait que nous serions seuls. Pas de distraction, pas d'enfant au milieu. Elle était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec une couverture, faisant défiler son téléphone comme si c'était juste une autre nuit. Je me suis tenu dans le couloir pendant une seconde qui la regarde. Cette femme que j'avais aimée, fait confiance, j'ai construit une vie avant d'entrer. Nous devons parler, dis-je, ma voix bas et plate, portant le poids de tout ce que je tenais. Elle a levé les yeux immédiatement. Ses yeux ont rencontré les miens. Et je l'ai vu. Le changement. La tension dans ses épaules. Ce scintillement de reconnaissance dans ses yeux. Elle savait. Elle ne savait pas combien, mais elle en savait assez pour réaliser que ce n'était pas seulement une conversation normale. Je suis allé, j'ai posé le dossier sur la table basse et je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, les enregistrements téléphoniques montrant les appels en fin de soirée et supprimer des SMS entre elle et Allen. Relevé de carte de crédit avec frais d'hôtel à partir des dates. Elle m'a dit qu'elle travaillait tard. Capture d'écran. Itinéraire de voyage. Ce n'était pas de la spéculation. Ce n'était pas une paranoïa. C'était une preuve. Elle se pencha en avant, scanna les pages, ses yeux se faisant passer de ligne à ligne. Son expression a commencé à bouger. Première confusion, puis ce déni instinctif, suivi du bord de crépitement de la panique. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la ferma à nouveau et finalement démission. Parce qu'elle a réalisé la vérité. L'épreuve était écrasante. Je peux expliquer, elle a commencé, mais sa voix craquait déjà. Allez-y, dis-je, assis dans le fauteuil et croisant les bras. Expliquez comment vous avez baissé mon frère derrière mon dos depuis des années. La brutalité semblait la frapper comme une gifle. Son visage s'est frappé presque instantanément, et elle a commencé à pleurer, pleinement, sanglotant dans ses mains comme elle était celle qui avait été trahie. Ce n'était pas censé se produire comme ça, a-t-elle dit à travers les larmes. Alan et moi, nous nous sommes juste connectés à un niveau que vous et moi n'avons jamais fait. Il m'écoute en fait, me fait attention, me donne l'impression que j'avais l'impression. Je suis resté silencieux. Je pouvais sentir ma mâchoire se resserrer, mais je l'ai gardée verrouillée, en attendant. Je savais qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus. La dernière fois que vous avez prévu une surprise ou une fois, c'est le moment où j'ai réalisé qu'elle allait le faire. Je me sens vivant. Vous l'êtes avec vous. Je me sens comme un autre élément de votre liste de tâches. Je la regardais, clignotant à peine. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Joséphine? Vraiment les plaies pour moi. Elle s'est silencieuse un instant.
Je pensais peut-être qu'elle avait fini. Que le poids de celui-ci coulait enfin. Mais je l'ai dit. Vous me mentez depuis des années pour éventuellement élever l'enfant d'un autre homme, l'enfant de mon frère, et je vais travailler tous les jours pour sauver le collège de Léo, pensant que je construis une vie avec une femme qui s'en fout. Alors dites-moi, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et c'est à ce moment-là qu'elle a complètement quitté les rails. N'osez-vous pas me juger? Elle a crié, sautant du canapé et pointant un doigt tremblant sur moi. Vous pensez que vous êtes ce mari parfait, mais vous ne l'êtes pas. Tu as froid. Vous êtes distant. Elle prenait de l'élan maintenant. Des années de ressentiment bouillonnant à la surface comme la lave. Alan se souvient de petites choses sur moi que vous avez oubliées il y a des années. Il me fait rire. Il me traite comme une femme au lieu de alors pourquoi m'épouser? J'ai repris debout maintenant, ma voix s'élevant malgré moi. Pourquoi perdre des années de ma vie, nos vies, l'argent? J'ai travaillé dur pour que vous puissiez tricher. Pourquoi me faire vous faire confiance? Pourquoi me faire penser que nous construisions quelque chose de réel? Une famille quand tout était un mensonge. Pourquoi? Pour un deadbeat qui ne peut même pas payer ses putains de factures. Elle n'a pas tressailli. Au lieu de cela, elle a doublé. Vous voulez connaître la vérité? Ouais. Oui, en partie. Oui. C'est de ta faute, cria-t-elle, les yeux flamboyants. Si vous aviez été le mari dont j'avais besoin, je n'aurais jamais regardé ailleurs. Si vous aviez fait attention, si vous aviez vu à quel point j'étais mécontent, nous aurions peut-être pu le réparer. Peut-être aurions-nous pu y travailler. Elle s'effondre, devenant plus hystérique à la minute. Je suis resté avec vous parce que je pensais que vous changeriez peut-être, a dit Joséphine, sa voix craquant en faisant rythmer la pièce. Peut-être que tu commencerais enfin à agir comme tu le voulais vraiment être marié avec moi. Elle l'a cru en fait. Croyait que j'étais la raison pour laquelle elle avait triché. Ces années de se faufiler derrière mon dos, dormir avec mon propre frère pouvaient être justifiées. Parce que je n'étais pas une boîte de suffisance. C'était incroyable. Je l'ai laissé finir. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas soutenu, j'ai juste attendu qu'elle se brûle. Puis, sans dire un mot, j'ai atteint le dossier que j'ai apporté et j'ai sorti les papiers de divorce. Je les ai allongés sur la table basse devant elle. Eh bien, dis-je, la voix stable. Vous n'avez plus à vous soucier de tout cela. Joséphine regarda les documents comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle regardait. Ses yeux scannaient la tête et son visage est devenu complètement blanc. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle à peine au-dessus d'un murmure. Document de divorce, ai-je dit. Vous avez été servi. Et juste comme ça, la réalité l'a finalement frappé. Ce n'était pas un argument dramatique qui s'est terminé en larmes et pardon. Ce n'était pas un test pour voir jusqu'où je pouvais être poussé. C'était final. Elle n'était plus en contrôle. J'étais. Vous ne pouvez pas être sérieux, dit-elle, la voix tremblante. Vous allez juste jeter notre mariage entier pour une erreur. J'ai ri amèrement. C'est drôle comment vous l'appelez une erreur. Je la regardais. Vous ne savez même pas si notre fils est réellement à moi. Ce n'est pas une erreur, Joséphine. C'est une trahison complète de tout ce que notre mariage était censé représenter. Son expression se déplaça à nouveau, la panique laissant la place au désespoir. Elle a essayé une carte de plus, une autre tentative de tirer sur le fil de culpabilité qu'elle pensait être laissé. Et Léo? Dit-elle, les yeux coulent de larmes. Je l'ai regardé, le cœur martelant mais le visage illisible. Léo n'est plus mon problème, dis-je. Le test de paternité déterminera qui est son vrai père. Et cette personne peut assumer la responsabilité de lui. Qui l'a brisé? Elle l'a complètement perdu, hurlant, pleurant, m'appelant sans cœur, me disant que j'abandonnais mes responsabilités, que je regretterais cette décision pour le reste de mon vie. Mais je m'en fichais. J'étais déjà à la porte, saisissant mes clés, qui sortaient dans la nuit. Derrière moi, je pouvais entendre son spirale, jeter des choses, peut-être gémissant comme la victime dans une tragédie qu'elle a créée. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement calme, en contrôle, comme si je pouvais enfin respirer, et je n'avais pas fini. Prochain arrêt, la maison de maman et papa. Ils étaient dans le salon en train de prendre un café quand je suis entré. Avaient l'air surpris de me voir à cette heure, mais ils n'ont pas posé de questions. Je me suis assis en face d'eux,
je les ai regardés tous les deux dans les yeux, et je leur ai tout dit, l'affaire, les mensonges, la possibilité que Léo n'était même pas le mien. Le choc a été immédiat. Papa avait l'air stupéfait, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais la réaction de maman était exactement ce à quoi je m'attendais. Cela ne peut pas être vrai, dit-elle, secouant la tête. Alan ne ferait jamais quelque chose comme ça. Pas à son propre frère. Même avec la vérité juste devant elle, même après tout, elle a quand même essayé de le protéger. Toujours essayer faire prétendre que son Golden Boy ne pouvait pas être capable de quelque chose d'aussi dégoûtant. Mais je venais préparé. Ne dis rien, dis-je, en cherchant mon téléphone. Écoutez juste, j'ai remonté le contact d'Allen et appuyé sur le bouton d'appel. Ensuite, j'ai mis le téléphone sur le haut-parleur juste devant eux. Quand il a répondu, je n'ai pas gaspillé une seconde. Je connais pour toi et Joséphine, dis-je catégoriquement. Elle a tout avoué. Il y a eu une pause, bref, calculée, avant qu'Alan ne glisse dans le même ton suffisant qu'il avait toujours utilisé quand il pensait qu'il pouvait me surpasser. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il dit. Et franchement, je n'apprécie pas d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Mais je suis venu préparé. J'ai commencé à présenter des détails. Date, temps, nom d'hôtel, frais de carte de crédit, même des détails sur le barbecue de la famille où Maya les a entendus. Je pouvais entendre les engrenages grincer dans sa tête, essayant de comprendre à quel point je savais où se trouvaient les trous dans ses mensonges. C'est là que la façade craquelée et son vrai moi, celui que j'avais connu toute ma vie, est sorti se balançant. Écoutez, dit-il, et je pouvais pratiquement entendre le sourire narquois dans sa voix. Ce n'est pas de ma faute si les femmes me préfèrent à toi. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. La main de maman était gelée autour de sa tasse de café. La mâchoire de papa se serra si fort que je pensais qu'il pourrait se casser les dents. Je veux dire, allez, a poursuivi Alan, voix pleine de cette condescendance familière. Je suis mieux, plus amusant d'être là, et je sais vraiment comment satisfaire une femme. Peut-être que si vous n'étiez pas aussi ennuyeux, peu tendu, votre femme n'aurait pas eu besoin de trouver de l'excitation ailleurs. La pièce est devenue morte silencieuse. Le visage de maman épuisé de toutes les couleurs. Papa avait l'air d'être prêt à se rendre chez Allen et à l'étrangler avec sa propre cravate. Et Alan a continué. Elle est venue vers moi. Soit dit en passant, il a dit comme s'il en était fier. Je n'arrêtais pas de me dire à quel point elle était misérable avec vous. Comment elle aurait souhaité se rencontrer moi d'abord. J'étais juste un bon beau-frère, vous savez, lui donnant l'attention que son mari était trop pathétique pour fournir. Je n'ai pas clignoté. Je vais vous exposer à tout le monde. J'ai dit, voyons à quel point tu es doré alors. Il rit. En fait, rit. Personne ne va te croire. Il a dit, je suis l'enfant doré, tu te souviens? Et c'est là que j'ai laissé tomber le marteau. Merci d'avoir tout confirmé, maman et papa ont entendu chaque mot de cette conversation. Trop tard. C'est une trahison de toute cette famille. Il s'arrêta, laissant le poids de cette terre comme un marteau. Je vous ai élevés tous les deux pour valoriser la famille, la loyauté, la décence. Ce que vous avez montré aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de vous inculquer. Frais universitaires. Je ne financerai plus ton train de vie. Sa voix se durcit. Tu crois qu'être égoïste et destructeur te rend supérieur. Voyons comment tu gères la situation quand tu n'as plus mon argent sur qui compter. Alan essaya de protester, la voix haute, agressive, arrogante, furieuse. C'est ça, hurla-t-il au téléphone. Tu ne peux pas me punir pour quelque chose qui est entre lui et moi. Et tu ne peux pas me couper les vivres. Je suis aussi ton fils. Mais papa n'a même pas dignifié-le avec une réponse. Il a juste raccroché. 3 heures plus tard, j'étais de retour à la maison à la table de la cuisine en passant par les documents de divorce. Joséphine s'était enfermée dans la chambre et sanglotait toujours, mais j'avais cessé de prendre soin. Elle pouvait pleurer toute la nuit pour tout ce que je me souciais. Ça n'allait pas changer de choses. Puis mon système de sécurité a fait mal. Motion de la porte d'entrée détectée. J'ai vérifié le flux de la caméra et mon estomac est tombé. Alan. Il avait l'air complètement déroutant, faisant la argente comme un animal en cage, les mains serrées sur ses côtés, marmonnant pour lui-même. Je n'ai presque pas ouvert la porte.
Une partie de moi pensait, laissez le ragoût là-bas, mais une autre partie de moi, quand je ne pouvais pas expliquer pleinement, savait que cette confrontation était inévitable. Mieux maintenant que plus tard. J'ai ouvert la porte et il a explosé. Tu es de la merde, cria-t-il, se mettant droit au visage. Vous avez tout gâché. Maman et papa m'ont coupé à cause de votre petite crise de colère. Vous ne pouviez pas simplement gérer cela comme un homme, n'est-ce pas? Vous deviez pleurer à maman et papa comme le perdant pathétique que vous avez toujours été. Je n'ai rien dit. Je me tenais juste là, mâchoire verrouillée, les poings serrés, essayant de le garder ensemble. Mais il a continué et ça a empiré. Joséphine ne t'aimait jamais. Tu le sais, non? Elle m'a dit que tu étais ennuyeux au lit. Que vous ne saviez pas comment la rendre heureuse. Elle est restée avec vous parce que vous étiez le choix sûr, le fournisseur fiable. Elle a fait des choses avec moi qu'elle n'a jamais fait avec vous. Les mots étaient comme des couteaux. Chacun visait précisément là où il savait que cela ferait le plus mal. Il savait ce qu'il faisait et cela fonctionnait. Mais ce qui m'a poussé au-dessus du bord, ce qu'il a dit à propos de Joséphine. C'était ce qu'il a dit ensuite. Et cet enfant que vous avez élevé. Ses lèvres se recroquevillent dans un ricanement vicieux. Imaginez que votre fils t'appelle papa pendant que son vrai père baise sa mère depuis des années. Comment ça fait, hein? Vous pathétique cuck. Quelque chose en moi s'est cassé. Je ne me souviens même pas avoir pris la décision de le frapper. Une seconde, il se tenait là crachant du poison et le prochain mon poing est entré en collision avec son visage pleine force. Il trébucha en arrière. Du sang coulant immédiatement de son nez. Mais il n'a pas reculé. Tu es mort. Cria-t-il, me chargeant comme un animal rapide. Je vais te tuer. Il est venu se balancer, sauvage et furieux, mais maladroit comme l'enfer. C'était la différence entre nous. Il faisait rage. J'ai été formé. J'ai glissé sous son premier swing, pivoté, et j'ai conduit un coup de poing directement dans sa mâchoire. Il a titubé. Un autre coup. Celui-ci aux côtes, s'est craqué contre lui, et il s'est frappé sur le porche. Le sang versant de son nez et de sa bouche. Haletant et gémissant comme un animal blessé. Et puis il me regarda, les yeux remplis de haine brute et non diluée. Vous allez payer pour cela. Alan siffla du porche, saignant toujours. J'appelle les flics. Vous m'avez agressé sans raison. Maman et papa devront choisir entre leur fils violent qui attaque les membres de la famille et leur autre fils qui a fait une erreur avec sa belle-sœur. Même maintenant, battu et humilié, il essayait toujours de faire tourner le récit, essayant toujours de se peindre comme la victime mal compris. Je n'ai pas dit un mot. Je viens de marcher, je l'ai attrapé par le bras et je l'ai transporté sur ses pieds. Descendez de ma propriété, dis-je catégoriquement. Il trébucha vers sa voiture, traînant du sang sur l'allée, aboyant toujours des menaces sur son épaule. Tu penses que c'est fini? Je me pose des accusations. Je vais te ruiner. 2 jours plus tard, il y a eu un coup à ma porte. La police, apparemment, Alan avait suivi, a déposé un rapport officiel affirmant que je l'avais attaqué non provoqué. J'ai dit que j'avais perdu le contrôle et l'avoir agressé sans raison qu'il avait craint pour sa vie. Les officiers ont dit qu'ils avaient juste besoin d'entendre mon côté de l'histoire. C'est là que j'ai souri parce que je me préparais. Donnez-moi une seconde, dis-je en marchant vers mon ordinateur portable. J'ai remonté les images de la caméra de sécurité de mon Porsche avant. L'un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait. J'ai fait la queue de la vidéo. Allant rythme, criant des obscénités, me mettant au visage, puis me chargeant de poings volants. Puis je me défends avec une force contrôlée et retenue. Pas de violence excessive, juste assez pour arrêter l'attaque. J'ai regardé les visages de l'officier pendant qu'il le regardait. Le ton a changé instantanément. Le flic plus jeune se pencha en arrière et donna un coup de sifflet. Ouais, a-t-il dit. C'est un cas clair de légitime défense. Guy est venu sur votre propriété pour choisir un combat. L'autre a ajouté. Vous avez fait ce que quelqu'un aurait fait. Ils ont clôturé le rapport là-bas. La fausse plainte d'Alan. Mort dans l'eau. C'était le dernier clou dans son cercueil. Il avait déjà perdu le soutien de nos parents, avait déjà brûlé tous les ponts, et maintenant il s'était embarrassé devant les forces de l'ordre et prouvé à tout le monde, y compris maman, exactement qui il était. Elle m'a appelé ce soir-là en pleurant. Je suis vraiment désolé,
Braxton, a-t-elle dit. Pour tout, pour lui avoir permis toutes ces années. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais après aujourd'hui, après la façon dont il s'est présenté chez vous, les choses qu'il a dites, j'ai réalisé que j'avais créé un monstre. Sa voix se craqua et maintenant il vit seul dans ma maison, en colère, s'est brisé et blâme le monde. Une fois le divorce finalisé, il se sentait surréaliste. J'étais allé directement de la maison de mes parents à vivre avec Joséphine. Je n'ai jamais eu la chance d'être, de vivre seul, de construire mon propre espace, d'exister sans le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre dictant la température de chaque jour. Et tu sais quoi? J'ai adoré. Ne me demandant plus pourquoi mon partenaire agissait bizarre. Plus de décodage des silences agressifs passifs. Plus de prétention de ne pas avoir vu les regards que Joséphine et Alan ont échangés dans des rassemblements de famille. Juste la paix, la solitude et pour la première fois de ma vie, la liberté de construire exactement le genre de monde que je voulais. J'ai redécoré la maison, je l'ai dépouillée de chaque rappel. Je me suis débarrassé des meubles conjoints, des photos encadrées, même des oreillers à lancer que Joséphine avait obsédés. C'était mon espace maintenant. Le travail est devenu mon sanctuaire. Avec le poids émotionnel levé, j'étais plus net, plus concentré. Les collègues l'ont remarqué, a remarqué mon patron. Je jouais à un niveau que je n'avais pas atteint depuis des années. Le divorce n'a pris que 4 mois, ce qui, en termes juridiques, est rapide. Avoir des preuves solides de l'affaire, une preuve documentée des menaces et de l'agression d'Allen, et vivre dans un état de faute m'a donné un avantage important. Joséphine a essayé de se battre pour la maison, pour la pension alimentaire, pour la garde primaire, mais sa position était faible, et son avocat le savait. Les résultats des tests de paternité sont revenus exactement comme je le soupçonnais. Alan était le père biologique de Léo. Même si je me préparais pour cette réponse, même si j'avais joué le scénario dans ma tête 1000 fois, cela m'a toujours frappé comme un train de marchandises. Je me souviens de regarder le papier, engourdi, les mots nageant devant mes yeux. Alan, mon propre frère, le même salaud qui m'avait tourmenté depuis l'enfance. Ce lâche suffisant et égoïste était le vrai père de Léo. C'était comme perdre un enfant tout en gagnant une cicatrice à vie, un rappel vivant constant de la trahison. J'avais aimé Léo. Je l'ai toujours aimé d'une manière tordue et douloureuse. J'avais été là quand il a fait ses premiers pas. Je lui ai appris à faire du vélo. J'ai été celui qui est resté debout avec lui pendant la fièvre. Celui qui lui a lu des histoires la nuit et a préparé son déjeuner pour l'école. Je n'étais pas seulement une figure paternelle. J'étais son père. Mais rien de tout cela n'a changé la vérité estampillée sur ce rapport ADN. J'ai donc abandonné le fait d'être son père. Cela peut faire mal maintenant, mais à long terme, mieux pour moi et Léo. Joséphine, bien sûr, a tenté de l'armer devant le tribunal. J'ai dit que je devrais continuer à faire partie de la vie de Léo. Tout son terrain était qu'il ne devrait pas être puni pour les erreurs des adultes, mais je ne pouvais pas le faire. Chaque fois que je le regardais, tout ce que je pouvais voir était le sourire narquois d'Allen, ses yeux, ses traits, la façon dont il inclissa la tête quand il était confus. C'était le sien. Et cela m'a fait me sentir physiquement malade. Peut-être que cela me rend égoïste. Peut-être que cela me rend cruel. Mais après tout ce qu'ils ont fait, je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce fantôme dans ma maison, hantant chaque pièce, chaque souvenir. J'avais besoin d'une pause propre pour avancer. En fin de compte, j'ai pu garder la maison, la plupart de nos actifs partagés, et plus important encore, ma dignité. Joséphine, elle a emménagé avec Alan. Je n'ai pas posé de questions sur le fonctionnement de cet arrangement, et honnêtement, je m'en fichais. J'ai juste imaginé le regard sur son visage la première fois qu'elle a réalisé qu'elle ne vivait pas avec le charmant rebelle qu'elle avait idolâtré, mais un homme qui ne pouvait pas cuisiner, ne pouvait nettoyer et n'avait jamais pris soin de personne d'autre que lui-même. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de papa. Il semblait calme, stable comme toujours. Mais il y avait un poids à sa voix qui m'a dit que quelque chose d'important allait arriver. J'ai beaucoup réfléchi à ma volonté. Il a dit, je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Après ce qu'Alan vous a fait, ce qu'il a fait à cette famille. Je ne peux pas justifier de le laisser quelque chose d'important. Ma poitrine s'est resserrée. Papa n'est pas du genre à faire des menaces inactives. S'il dit quelque chose, surtout quelque chose de si sérieux, il le veut. Il a poursuivi, je vous change tout. Rétablir l'équilibre,
de créer des choses après une vie de favoritisme qu'Alan a armé. La cerise absolue sur le dessus, Alan a découvert le volonté et il perdait la tête dessus. Hier, il m'a appelé pour la première fois depuis l'incident de la police. Au moment où j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone, j'ai presque refusé, mais quelque chose m'a dit que cela allait valoir la peine d'être entendu. Regardez, il a commencé, essayant de sembler calme et raisonnable. Je sais que nous avons une différence. Sa voix craquait légèrement, comme s'il savait que je ne l'achetais pas, mais je me débats vraiment financièrement ici. Le collège coûte cher. Joséphine exige une pension alimentaire pour enfants à Léo et je ne trouve pas de travail décent nulle part. Peut-être que vous pourriez, je ne sais pas, parler à maman et papa de me donner une autre chance. J'ai regardé le téléphone avec incrédulité pendant une seconde. Puis j'ai commencé à rire. Pas un rire et un rire complet. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le désespoir, l'hypocrisie, le manque absolu de conscience de soi. C'était comme regarder un mauvais acteur trébucher à travers un script d'excuses auquel il ne croyait pas. Famille devrait rester ensemble, non? Ajouta-t-il, essayant de paraître sérieusement. Je l'ai répété, en riant toujours. La famille devrait rester ensemble. Ensuite, je laisse le sarcasme s'installer. C'est riche venant du gars qui est resté avec ma femme à la place. Venez, mec. Plat Joséphine était également à blâmer. Intimider son chemin vers le contrôle. Il avait utilisé toute sa vie. Mais je n'étais plus cet enfant. Permettez-moi de faire quelque chose de très clair, dis-je, le coupant. Vous n'êtes plus l'enfant doré dans cette famille. Vous êtes le gars qui a trahi son propre frère, l'a attaqué chez lui, puis a tenté de déposer un faux rapport de police. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous pouvez vivre avec eux. Je me suis arrêté, puis lui ai donné le dernier coup. Nous avons fini. Ne m'appelle plus. Et puis, pour la première fois dans toute notre vie, j'ai entendu mon frère pleurer. Pas de fausses larmes, pas une manipulation de crocodile, de vraies larmes, un vrai désespoir, de réelles conséquences. Pour une fois, il ne pouvait pas charmer son chemin du désordre qu'il avait créé. Pour une fois, il était totalement seul. Et honnêtement, c'était bien. L'enfant d'or qui avait passé toute sa vie à lui faire remettre tout était face à face avec la réalité. Pas de filet de sécurité, pas de renflouement, pas de bouée de sauvetage familial. Il a abandonné l'université alors qu'il ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité. Allant travailler à temps partiel maintenant. Rien de glamour, juste un travail manuel qui le laissait trop épuisé pour se plaindre, mais pas assez pour tout couvrir dans son assiette. Il vivait avec Joséphine, essayant de comprendre comment offrir une pension alimentaire pour enfants à un enfant qu'il n'avait jamais prévu de soulever. Et pendant ce temps, ma vie commençait enfin à se sentir comme la mienne. Ma relation avec mes parents n'avait jamais été mieux. Papa et moi allons golf chaque week-end maintenant. Juste de nous deux en riant, en train de parler de nos balançoires, de parler de vraies choses, pas de choses au niveau de la surface que nous avons utilisée pour gratter ensemble à la table du dîner quand Alan était en train de profiter de tout l'oxygène. Maintenant, ce sont de vraies conversations, des affaires, des objectifs de vie, même des investissements futurs. Des choses que j'avais toujours voulu parler avec lui, mais jamais, car tout était de mettre au dernier feu d'haleine. Et maman, elle a pris plus de temps. À venir. Je ne mentirai pas, ça faisait mal combien de temps il lui a fallu pour voir pleinement ce qui était devant elle. Mais elle est ici maintenant. Elle a cessé de le défendre, a cessé d'essayer de jouer des deux côtés. Elle ne l'élève pas plus. Et lorsque la famille élargie posait des questions sur lui, elle dit simplement, Alan a compris les choses. Et puis change le sujet comme si elle retournait un interrupteur d'éclairage. Une partie de moi me fait encore mal quand je pense à quel point elle était aveugle, mais j'apprends à le laisser partir. Nous dînons tous les 2 dimanches maintenant, juste elle, papa et moi. Et pour la première fois, cela ressemble en fait à un repas de famille au lieu d'une mine émotionnelle. Il y a 2 mois, j'ai été promu au travail. Big est venu avec une lourde bosse de salaire et un réel respect des supérieurs. Mon patron m'a assis et a dit, Braxton, je ne sais pas ce qui a changé dans votre vie personnelle, mais vous êtes enfermé maintenant. Magrand, plus présent, plus décisif. J'ai souri. Divorce, je lui ai dit. Et la tranquillité d'esprit. Il a hoché la tête comme il comprenait exactement ce que je voulais dire. Je ne sors pas avec personne. Pas d'éclairage à gaz.
Pas de prétendre que tout va bien pendant que mon monde brûle tranquillement derrière moi. Et la meilleure partie absolue, en regardant Karma faire ce que Karma fait le mieux. Joséphine et Alan ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, les uns des autres, mais pas la version de conte de fées qu'ils avaient dans la tête. Ils ont obtenu la réalité. Deux égoïstes sont restés ensemble dans une vie construite sur la trahison. Pas de maison, pas de fonds en fiducie, pas de système de soutien, seulement deux tricheurs essayant d'étirer un chèque de paix et d'esquiver la responsabilité. Et moi, j'ai eu ma liberté, ma paix, ma famille en retour, mon estime de moi. La preuve que parfois, les bons gagnent en fait à la fin. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.